On est bon. Alors, bonsoir à tous. J'ai l'honneur de vous recevoir pour cette première session et ce webinaire organisé par IFRE Executive Education. Alors, ce soir, nous allons parler de l'approche Zero Trust et surtout, la problématique, ce serait de euh, comment appréhender cette approche et la mettre au service de la protection des données dans vos organisations respectives. Alors, à l'ordre du jour aujourd'hui, Arnaud, si tu veux bien passer à la slide d'après, nous allons aborder différents sujets. Le premier sujet, c'est les fondamentaux du Zero Trust. Puis ensuite, nous verrons de manière assez pratique quelques applications. Nous allons décliner également les choses autour de la protection des données, voir quels sont les quick wins, quels sont les retours d'expérience que l'on peut avoir sur l'implémentation de l'approche Zero Trust. Et nous allons finir par faire une présentation de la formation que nous avons concoctée pour vous, dans vos organisations, pour vous accompagner justement sur l'implémentation de cette approche. Et peut-être également finir par une séance de réponse aux questions. Sur ce plan-là, des questions assez pratiques. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Dans une trentaine de minutes sur le Q&A, on pourra les prendre et puis les dépiler et y répondre au fur et à mesure. Alors pour cette présentation, j'ai le plaisir de pouvoir, Arnaud, si tu veux bien, sur la slide d'après, euh, partager cette session. Moi-même, je suis Max Saguet, programme manager en cybersécurité à l'IFRE, qui est une école d'ingénieurs bien connue de la place. Sur cette session, je vais avoir Arnaud Jumelé, qui est National Security Officer de Microsoft, Laurent Brotteau, qui est Managing Director et qui porte justement la partie Cloud Security au sein de PwC. Jean-Christophe Trouvé, qu'on ne présente plus, qui est un expert en sécurité des SI, et Alexandre Demilly, qui est représentant SEO de la société Wakers et qui va nous parler de manière plus pratique des aspects opérationnels et des retours d'expérience en termes de déploiement de l'approche Zero Trust. Sans plus tarder, je vais commencer, avant de passer la parole à Jean-Christophe, par faire un petit historique. Alors, on entend beaucoup de choses sur l'approche Zero Trust. Il faut se dire que, d'une manière conceptuelle, en 2004 à peu près, pour faire un peu d'historique, en 2004, on a eu les premiers apports au Jericho Forum, pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, de tout ce qui est Network Access Control. Puis un peu plus tard, autour des années 2010, on a réellement le concept du Zero Trust qui a été défini par John Kindervag, que certains connaissent sûrement. Puis ensuite, je pense qu'un élément un peu déclencheur de tout ça, c'est la, la publication du rapport du NIST autour des années 2018 sur l'implémentation de l'architecture Zero Trust. Puis en 2020, on a eu également un framework qui a été déployé autour justement de l'accompagnement des organisations pour l'implémentation de l'approche Zero Trust. Ça, c'est pour l'historique. Vous en avez entendu parler. L'objectif maintenant, c'est de regarder un peu plus en détail quels sont les fondamentaux et quels sont les piliers de cette approche-là. Et pour cela, je vais demander à Jean-Christophe Trouvé de pouvoir nous en parler de vive voix. Merci. Jean-Christophe? Oui, oui, tout à fait. Effectivement, pourquoi le Zero Trust? Quelles sont les motivations qui ont permis enfin, qui ont motivé les gens pour adopter un nouveau modèle de cybersécurité? On va dire qu'il y a principalement deux aspects. Historiquement, hein, on avait tendance à définir la cybersécurité comme du réseau, donc de vouloir délimiter des périmètres de sécurité et de mettre, de faire une sorte de coquille autour de laquelle on mettait en place la sécurité. En définissant des zones de confiance. On avait, c'est vrai, la plupart des ressources informatiques qui étaient en interne dans les entreprises. Bon, tout ça a très largement explosé. Donc, en termes de besoins, on a des systèmes d'information qui peuvent être difficilement délimités en termes de réseau. On a du cloud, on a des gens qui sont en mobilité, en télétravail. On commence à voir arriver tout ce qui est technologie industrielle, tout ce qui est objets connectés, etc. Déjà,
délimiter une frontière sur le réseau, ça devient de plus en plus complexe. Et puis, ce modèle à l'ancienne de sécurité orienté sur le réseau a quand même démontré sa faiblesse, notamment dans toutes les attaques ciblées où les attaquants en fait ciblent des utilisateurs internes et rebondissent dans les réseaux internes derrière les défenses et avec toutes les cyberattaques qu'on a pu voir ces dernières années. Arnaud, tu voulais peut-être poser des questions aussi sur... Oui, bah merci. J'ai joué le rôle de celui qui pose des questions, donc ça me va bien. La question que je voulais te poser, bon là on a bien compris, je pense, tu as bien posé le constat des nouveaux usages, hein, et de pourquoi il y a besoin de repenser la partie cybersécurité. Si on rentrait un tout petit peu plus en détail sur ce concept, est-ce que tu peux nous rappeler finalement en quoi ça diffère de l'ancien paradigme? Et puis je vois surtout qu'il y a une phrase qui attire mon attention, hein. Si tu pouvais m'expliquer ce que ça veut dire ce concept de Never Trust, Always Verify, hein. Oui, alors, en fait, dans je dirais, les architectures de sécurité traditionnelles, on a tendance à faire des vérifications au début d'une connexion. Un utilisateur se connecte en VPN, par exemple, dans l'entreprise. Donc, on l'authentifie au début. Et puis, une fois qu'il est authentifié, on a des règles de sécurité un peu statiques qui permettent de dire, bah, voilà, les ressources auxquelles il a le droit d'accéder, etc. Et ce modèle, en fait, pose des problèmes puisque la sécurité peut évoluer au cours du temps. Donc, l'idée, c'est qu'à chaque connexion sur chaque ressource, on va dire les propriétés de sécurité de la connexion soient revérifiées, qu'on ait un contrôle d'accès qui soit totalement dynamique et qui soit surtout au plus près des ressources à protéger, en fait, qui sont les données, les ressources techniques, plutôt que d'avoir quelque chose qui contrôle à l'entrée et qui après laisse faire les choses un peu n'importe comment derrière. Donc, on a ce contrôle d'accès dynamique qui est lié, comme on le voit sur le petit schéma de modèle d'architecture qu'il y a sur le slide, qui est lié à toute une mécanique de surveillance en continu. Et pour faire ça, eh ben, on met en place un certain nombre de points de contrôle qui protègent chacune des ressources en continu. Ok, donc pour résumer et paraphraser ce que tu as pu dire, on passe d'un modèle d'un modèle où on avait confiance a priori à quelque chose où on contrôle en continu de façon dynamique ce qui se passe. C'est un peu ça le grand changement de philosophie, hein. C'est de ne pas Ouais, donner accès par défaut, quoi. Par défaut, on ne fait pas confiance et on contrôle en continu. c'est ça, absolument. Et c'est pas parce qu'on a donné un accès à un instant T que cet accès doit perdurer pendant Perdurer dans tout le le temps. temps d'une connexion qui peut être fixée par des temps longs, quoi, qui peuvent être jusqu'à ce que l'utilisateur éteigne son appareil, par exemple. Très clair. Donc, ça, c'est les concepts de zéro trust. Et donc généralement, en fait, j'imagine que ça peut se décliner sur différents domaines. Je vois des piliers qui sont affichés là à l'écran. Est-ce que tu peux rapidement voilà, nous donner un tout petit peu le champ d'application de ces concepts? Oui, alors en fait, sur l'architecture Zero Trust, on va dire recommandée par le NIST, hein, qui est je dirais, l'organisme américain qui a un peu écrit, entre guillemets, la Bible du Zero Trust, on a effectivement un schéma de ce type-là où on doit reposer sur un certain nombre de fondations et on applique les contrôles de sécurité à différents niveaux, donc qui sont l'identité, comme on le voit, hein, le pilier de gauche. L'appareil, donc ça peut être. Alors l'identité, C'est ça paraît, attendu, ça voilà, paraît ça évident. paraît assez évident. Bon, l'appareil, ça va être d'aller au-delà, de complètement oublier la notion d'adresse IP, par exemple, pour vérifier les propriétés de sécurité d'un appareil, mais d'aller peut-être sur son état de santé, sur éventuellement l'évolution des menaces ou des vulnérabilités sur ce type d'appareil. La partie réseau, donc avec un certain nombre de concepts dont on va reparler tout à l'heure. La partie application, il s'agit surtout de déployer des applications en respectant des règles de sécurité qui permettent de mettre en place le Zero Trust.
Et puis, la partie données, donc ça s'appuie beaucoup sur un des socles qui sont en dessous, qui est le socle de gouvernance. La partie données qui, comme j'ai dit, on essaye d'approcher la sécurité au plus près des données. On va avoir des exemples tout à l'heure avec les données personnelles. Et on repose sur des socles sans lesquels tout l'édifice s'effondre, hein, qui sont la visibilité analytique, la partie automatisation et orchestration de toutes les opérations de sécurité, et peut-être le plus important pour que tout fonctionne, c'est la gouvernance du système, c'est-à-dire de s'assurer qu'on est toujours en lien avec les objectifs de l'organisation. Ouais, très clair, merci. Je vois qu'on va appliquer les bonnes pratiques sur de la prévention sur pas mal de domaines. Il y a aussi la détection qui est importante. Je vois que la visibilité, l'orchestration et la réponse, c'est aussi les deux grandes phases de la cybersécurité, prévention et détection, hein. Et une fois qu'on a dit ça, la grande question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est compliqué, par où commencer? Voilà, est-ce que tu peux pas nous donner un tout petit peu, voilà, une approche Oui, générale, hein? alors une approche générale, ça va dépendre pas mal je dirais, de la culture sécurité ou de l'organisation dans laquelle on va essayer d'appliquer ces concepts. Donc là, sont rappelés quelques principes sur lesquels je ne vais pas revenir puisqu'on en a déjà parlé. Après, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas que de la technique. Ce n'est pas uniquement un projet technique. Ça veut dire qu'il faut faire évoluer la culture sécurité des acteurs. Il faut obtenir le soutien par l'organisation, l'engagement de la direction sur le projet. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans les principes de sécurité de la norme 27001, par exemple. Il faut classifier les informations, les ressources. C'est une étape primordiale, sinon on va faire n'importe quoi derrière. Et puis, il faut impliquer les équipes métiers et surtout gérer correctement le changement auprès des utilisateurs. Alors, c'est une transformation qui ne peut pas se faire du jour au lendemain. Il faut le faire progressivement et donc avec une gouvernance du projet aussi qui est tout à fait nécessaire. Merci beaucoup, Jean-Christophe. Je pense que là, on a déjà une première vue de ce qu'il faut faire pour mettre en place ce type de projet. La culturation, la transformation, ça passe par la formation. C'est l'objet de la formation aussi Zero Trust qui est proposée. Je vous propose maintenant de passer aux deux autres intervenants. Et donc, je vais m'adresser à Laurent et Alexandre pour qu'on puisse discuter en fait des applications pratiques. Et la première question que j'ai pour toi, Laurent, ça va être que tu puisses nous détailler par rapport à ce qui est énoncé là sur le schéma, quelques exemples, domaines d'application du Zero Trust sur de la sécurité réseau, identité ou d'autres domaines. Donc d'aller un peu plus en détail sur ce qu'a présenté tout simplement Jean-Christophe sur les fameux piliers. Voilà, si tu peux nous détailler en pratique comment ça se passe. Oui, bien sûr. Donc, en fait, comme Jean-Christophe l'a dit, l'idée du Zero Trust, c'est de ne faire confiance à personne et surtout pas, en quelqu'un qui est déjà rentré, dans le réseau interne. Donc, on va pouvoir appliquer, ces principes de Zero Trust, à différents niveaux. Donc au niveau du réseau, au niveau des identités, des appareils, des applications, mais aussi directement, des données. Donc, Alexandre, pardon, va revenir dessus, un peu plus tard, mais globalement, sur la sécurité réseau, on pourra utiliser, des mécanismes de micro-segmentation. Donc l'idée de la micro-segmentation, ça va être, de découper le réseau en plein de petits segments et de pouvoir appliquer un contrôle d'accès sur chaque segment. Donc là où avant, on allait avoir des grandes zones, par exemple, on avait, le réseau public, on avait la DMZ, on avait le réseau interne, on avait le réseau Office. Aujourd'hui, on va pouvoir définir même des réseaux entre 2 machines. Donc on va pouvoir dire: «Cette machine communique avec celle-là, mais ne communique pas avec celle-là». Donc en gros, on va augmenter le niveau de granularité. En augmentant ce niveau de granularité, on va pouvoir limiter, par exemple, les déplacements latéraux d'un attaquant. Donc typiquement, avant, il était possible qu'un attaquant qui prenne le contrôle d'une machine en DMZ puisse se promener sur les autres machines de la DMZ. Aujourd'hui, avec de la micro-segmentation dans le cadre du Zero Trust, ce sera beaucoup plus compliqué pour l'attaquant. On peut aussi imaginer, des processus, de filtrage, améliorés, avec du filtrage dynamique, et ce genre de choses.
Côté gestion des identités, il y a vraiment ce contrôle d'accès dynamique dont on a déjà discuté et dont on va revenir dessus par la suite. Mais l'idée du contrôle d'accès dynamique, ça va être de dire, bah, j'ai beau avoir un utilisateur, c'est toujours le même utilisateur, il va peut-être accéder toujours à la même application, mais je ne vais pas lui permettre de faire les mêmes choses à chaque fois. Donc un exemple, que vous avez peut-être tous, rencontré, c'est vous vous connectez, à votre boîte mail. Donc vous avez toujours votre user, vous avez toujours votre password, mais des fois, ça va vous demander une authentification multifacteur et des fois, ça ne va pas vous la demander. Eh bien, ça, c'est le contrôle d'accès dynamique. C'est-à-dire qu'au fait, les mécanismes de Zero Trust vont identifier que vous n'êtes pas sur un réseau habituel ou vous êtes sur un réseau sur lequel ou duquel il y a déjà eu des attaques ou ce genre de choses. Et donc, on va renforcer l'authentification en demandant un facteur d'authentification supplémentaire, par exemple. Donc ça va vraiment être le contrôle d'accès dynamique où en fonction de moyens d'accès, en fonction de votre machine, en fonction du niveau de sensibilité de l'application que vous accédez, eh bien, vous n'allez pas y accéder de la même manière. Donc Alexandre, va revenir, dessus, par la suite. Il y a aussi la gestion des appareils et des applications. Donc là, la gestion des appareils et des applications, bah, on va pouvoir être en mesure de savoir, par exemple, si votre appareil est à jour ou si votre appareil n'est pas à jour. Et pour accéder à une application sensible, eh ben, typiquement, dans le cadre du contrôle d'accès dynamique, on va dire, bah non, cet appareil n'est pas à jour, donc je refuse l'accès à l'application qui est sensible. Par contre, je pourrais peut-être permettre l'accès à une application moins sensible, voire une application publique. D'accord? Donc, on va aussi appliquer des contrôles au niveau des appareils. Et enfin, tout ça, ça a le but de la protection des données, donc on va revenir en détail dessus, mais sur la protection des données, on va avoir des mécanismes qui vont beaucoup reposer sur le chiffrement, mais aussi et toujours sur le contrôle d'accès, qui est vraiment un des piliers les plus importants du Zero Trust. Voilà Arnaud, j'espère que j'ai Non, répondu à ta merci question. Laurent, c'est une belle explication détaillée, hein. Et sur la transition, en fait, ça m'amène à penser que cette partie authentification et contrôle d'accès avec l'autorisation, hein, c'est des concepts qui, quelque part, fusionnent avec le Zero Trust. Et je voulais inviter justement Alexandre si tu peux nous détailler finalement, voilà, en pratique, le Zero Trust, le contrôle d'accès, comment ça évolue et qu'est-ce que ça donne, voilà, en pratique. Parfait. On a un exemple ici. Donc, effectivement, le contrôle d'accès, ce qui est intéressant avec les politiques de contrôle d'accès, c'est qu'on retrouve pas mal de concepts qu'on a expliqués ici. Donc là, on a un exemple ici sur une politique employée. Alors après, à décliner évidemment sur tous les profils de l'organisation, hein. Mais on commence effectivement dans cette matrice à identifier la personne. Donc la personne est authentifiée. On sait qualifier que c'est un employé. Donc du coup, c'est déjà un premier critère d'accès dynamique. Et ensuite, on va aller sur la partie périphérique. Donc, elle peut accéder de différentes manières. Elle peut accéder avec un périphérique qui est géré par l'organisation, qui est sécurisé par l'organisation, qu'on sait identifier, sur lequel il y a pas mal de politiques qui sont en place, et sur lequel on va être du coup un peu plus permissif parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont opérées d'un point de vue sécurité, d'un point de vue contrôle, etc. Et à contrario, on peut lui autoriser à accéder depuis un périphérique qui n'est pas géré par l'entreprise et du coup de manière dynamique, donc du coup avoir des contrôles qui sont très différents. Laurent parlait juste avant de vérification de conformité. Donc est-ce que le périphérique est à jour? Est-ce que il a un antivirus? Est-ce qu'il est dans les versions qu'on autorise dans l'organisation? On va pouvoir lui imposer aussi des contrôles supplémentaires, tels que le MFA, parce qu'il accède depuis une machine dont on ne fait pas confiance. Après, on passe sur la partie applicative. On parlait dans les piliers du Zero Trust, la partie applicative. Donc, il accède depuis un ordinateur professionnel. On l'autorise à utiliser toute la panoplie des applicatifs parce qu'on sait qu'on est dans un environnement sécurisé. Par contre, il accède depuis un ordinateur qui n'est pas un ordinateur d'entreprise. Mais on va par exemple lui restreindre l'utilisation des applications de bureau parce qu'on sait que sur les applications de bureau, on va sortir toute la donnée et on ne veut pas sortir toute notre donnée sur un ordinateur qui n'est pas géré. Donc voilà, sur l'ordinateur personnel, on va pouvoir autoriser l'accès, mais la donnée ne pourra pas sortir sur cet ordinateur qui n'est pas géré par l'organisation. Et puis avec des mécaniques de réauthentification régulière
parce qu'effectivement, c'est natif sur un ordinateur professionnel. On a des politiques de session qui expirent. Sur un ordinateur personnel, ça ne l'est pas, donc il va falloir l'imposer. Donc voilà un exemple. C'est à décliner évidemment sur les profils administrateurs, invités, etc. C'est à décliner sur toutes les plateformes aussi, hein, les plateformes mobiles, etc. Mais voilà ce que ça peut donner sur un cas pratique. Merci beaucoup Alexandre. Ça illustre aussi le propos de Laurent pour dire que ça a augmenté la granularité du contrôle d'accès. Donc là, on voit bien un peu les conditions. On voit aussi, je pense, les usages. On parle peut-être de biode, mais au cours d'une même journée, peut-être qu'on peut passer d'un ordinateur personnel à professionnel, et on voit aussi que tout ça va s'adapter à ce qu'un employé va faire au cours de la journée. Et donc, si on continue sur les exemples pratiques, sécurité des applications, est-ce que tu peux aller, comme tu l'as fait juste avant, hein, nous en donner un petit peu plus sur qu'est-ce que ça peut donner quand on met en place ce type de politique? Oui, tout à fait. Donc, des applications, vous devez le voir dans tous vos contextes, hein, il y en a partout. Il y a des applications cloud, des applications on-prem installées sur vos PC, des applications dans des stores applicatifs. Donc, il y a des applications un peu partout. Donc, le premier sujet, c'est déjà de cartographier les usages applicatifs. Cartographier les usages des applications d'entreprise qui sont identifiées. Donc, vous avez certainement un nombre d'applications qui sont déjà connues chez vous, sur lesquelles, naturellement, on va vouloir apporter des contrôles, on va vouloir apporter du SSO, du contrôle d'accès comme on l'a vu précédemment, de l'audit des activités. Donc ça, en général, ce périmètre-là est assez, c'est assez connu. Et puis après, il y a toutes les applications qui sont utilisées et que vous n'avez potentiellement pas en visibilité. On peut parler notamment de Shadow IT. Hein. Donc quand on a cette analyse-là, donc on a l'outillage qui nous permet, tel que Casby par exemple, qui nous permet d'aller inventorier ces usages applicatifs qui ne sont pas connus. Quand on a fait ce travail, on se rend compte qu'il y a des applications d'entreprise qu'on n'a pas identifiées et donc qu'il est intéressant de ramener sur les applications d'entreprise, de ramener du contrôle sur ces applications qui sont parfois isolées avec un référentiel d'identité spécifique, sans contrôle, etc. Donc c'est intéressant cela de venir les raccrocher au wagon. Après, quand on fait cet exercice, on découvre aussi qu'il y a des applications qui sont dangereuses, qui sont utilisées par des utilisateurs, mais qu'on ne veut pas voir dans notre environnement, on ne veut pas voir ces applications utilisées et l'utilisateur n'est même pas forcément conscient du danger que représentent ces applications. Donc, quand on fait cet exercice d'inventaire, on va vouloir bloquer un certain nombre d'usages. Et puis après, il y a la zone grise. Et la complexité est plutôt sur la zone grise on peut avoir des applications qui nous sont mises à disposition par un partenaire. Moi, en interne, j'utilise Office, mais mon partenaire utilise Google. Il me partage un document, donc il va me le partager sur Google Drive. Donc, on détecte cet usage. Donc là, c'est un peu plus difficile d'aller loin dans les capacités d'audit et de contrôle, mais on va vouloir quand même contrôler à minima le volume de données qui sort. Donc, et on ne pourra pas aller beaucoup plus loin, mais en tout cas, c'est des choses qu'on va vouloir faire. Donc voilà, donc sur toute cette partie applicative, c'est intéressant. Ce qui est vraiment important en synthèse, c'est d'avoir connaissance des applicatifs qui sont utilisés, d'éliminer tout ce qui est dangereux, tout ce qui est géré par l'entreprise, de vraiment avoir une identité unique du contrôle d'accès et de l'audit d'activité. Et puis tout ce qui est entre les deux, pareil, l'identifier et puis essayer d'y appliquer les contrôles qu'on peut. À minima, contrôler la volumétrie de données qui transite par là et puis et plus si possible. Voilà. Merci Alexandre. Je trouve qu'on se rend bien compte que le contrôle d'accès, il évolue, il devient conditionnel. Il est avec des restrictions en fonction aussi du profil de l'utilisateur, de ses usages et de ses appareils. J'ai vu qu'il y avait aussi une question dans le chat, on y reviendra pendant la séance de questions-réponses, on y répondra. Donc n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Il y avait une question sur le hardening et puis la différence avec le Zero Trust. Et donc tout ça est pris en compte dans le contrôle d'accès dynamique. Si on passe maintenant un peu au troisième volet qui est la protection des données, et finalement c'est un des sujets qui revient beaucoup aujourd'hui quand on parle d'intelligence artificielle, IA générative, et donc ça fonctionne aussi avec les données. Si on regarde la protection des données, Laurent, en fait, la question que j'avais envie de te poser, c'est est-ce que tu peux nous détailler un tout petit peu les risques que l'on prend
à pas protéger ces données. Voilà. Je vois qu'il y a des exemples pratiques qui s'affichent et formidable. Du coup, la transition, elle est. Je vois l'IA générative aussi qui s'affiche, mais voilà, est-ce que tu peux nous détailler un tout petit peu les risques qu'on prend à pas regarder? Parce que généralement, juste pour finir, c'est pas un chantier qu'on aborde souvent quand on fait du zéro trust. On commence souvent par l'identité, un peu le réseau, mais la partie classification des données, c'est un peu la cerise sur le gâteau. C'est vraiment qu'on est très avancé. Et donc, voilà, on t'écoute si tu veux nous donner quelques exemples. Oui, bien sûr. Alors, bon, d'abord, les risques qu'on utilise une architecture zéro trust ou une architecture classique périmétrique, les risques restent les mêmes. Par contre, ce qui va changer, c'est la manière dont on va essayer de couvrir ces risques. Donc, on a pris 3 exemples qui nous semblent assez pertinents pour montrer l'apport du zéro trust. Donc, tout d'abord, par exemple, dans le cadre d'une compromission par une attaque de phishing ou de spear phishing, donc ce qui peut se passer, c'est que typiquement, on va essayer d'envoyer un malware à l'utilisateur et l'utilisateur, lorsqu'il va ouvrir le malware, bon, c'est le cas d'école, ce malware va se déployer. Donc là, bah, en principe, le malware, il va se déployer dans le contexte applicatif du mailer, par exemple, et le mailer n'est pas supposé pouvoir accéder à certains types d'applications. Donc là, on va avoir le zéro trust qui va fonctionner en disant « Ah bah, le mailer, il n'a pas le droit d'accéder à ces données. » Donc terminé, le malware qui est dans le contexte du mailer, il ne pourra pas accéder aux données. Une autre manière de faire, ça va être par exemple avec la microsegmentation, où les données ne vont pas se retrouver non plus sur le même sous-réseau, le même sous-segment que le mailer. Donc, le malware ne pourra pas accéder à la donnée. Il faut voir aussi les différentes couches du Zero Trust comme étant de la défense en profondeur. C'est-à-dire, je vais pouvoir taguer mes données pour empêcher l'accès par des applications, mais je vais aussi avoir un réseau qui va être segmenté de telle sorte que si j'ai un trou, bah, il y a une autre couche qui va permettre de bloquer l'attaque. Donc, on reste aussi dans un concept de défense en profondeur. Donc là, voilà, ça va être la protection du ransomware qui est arrivé par le biais d'un mail. Ensuite, il y a d'autres manières d'exfiltrer les données. Par exemple, l'exfiltration des données sur le cloud. Donc bon, là, on a pris l'exemple d'un vecteur qui est la clé USB, mais il y a des manières beaucoup plus subtiles d'aller exfiltrer les données sur le cloud. Et par exemple, bah, je me crée un compte personnel Office 365, et si mon organisation a mal paramétré son tenant Office 365, je vais être en mesure de partager des données professionnelles vers mon compte personnel. Donc ça, c'est une manière un peu détournée d'aller exfiltrer de la donnée. Donc là, bah, ça va être pareil. On va taguer les données. Donc il faut. Alexandre va revenir hein, sur l'approche, mais globalement, on va avoir une phase de discovery des données, on va avoir une phase de classification des données, on va pouvoir taguer les données, et ensuite, dans le cadre du Zero Trust, bah, on va contrôler que telle donnée qui est taguée ne puisse pas être accédée depuis un navigateur ou ne puisse pas être accédée depuis un sous-réseau. D'accord? Donc là, bah, pour le coup, on va s'apercevoir, par exemple, au niveau du CASB, que bah, la donnée, elle est taguée sensible, et donc on va interdire l'échange entre mon compte professionnel et mon compte personnel. Même chose pour la clé USB, on va pouvoir interdire au niveau du système d'exploitation la copie d'une donnée qui a un certain tag vers une clé USB. Donc c'est plus fin que ce qu'on faisait avant, où avant on interdisait carrément les clés USB, ce qui est dommage parce que ça peut être utile aux collaborateurs. Un dernier cas d'usage dont on parle pas mal, c'est l'IA générative. Donc en gros, je vais me connecter à mon agent conversationnel et je vais lui demander de me résumer un document. Bah, mais je vais par exemple uploader un compte rendu d'un meeting, sauf qu'au fait, bah, il se trouve que ce meeting est sensible, que les données manipulées ou discutées dans ce meeting, ou tout ce qui a été discuté dans ce meeting a été classé comme sensible. Donc le rapport, en principe, est aussi classé comme sensible. Et donc là, ben, on va avoir l'agent conversationnel qui ne pourra pas accéder à la donnée, tout simplement parce que l'agent conversationnel ne peut pas accéder à des données dites sensibles. Donc voilà
encore une fois, on en revient à ce qu'on disait auparavant sur le Zero Trust, qui est vraiment à chaque niveau, que ce soit au niveau applicatif, au niveau de la donnée, au niveau des réseaux, je vais effectuer des contrôles d'accès pour en permanence savoir si telle donnée peut rejoindre telle application sur tel réseau. Donc, en gros, je vais vraiment renforcer tout l'intérieur de mon périmètre et pas juste les contours comme je faisais auparavant avec une application classique. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, oui, merci Laurent. Je pense que tu as pu vraiment détailler les 3 exemples. Et donc, sans transition, Alexandre, je voulais t'inviter à nous faire part un peu de ta vue sur la démarche et puis également peut-être les étapes clés. Donc, vas-y, je t'en prie, hein, si tu peux nous éclairer un petit peu sur comment faire. Hein. Très bien. Donc, effectivement, la démarche d'un sujet de data protection, hein, c'est de ça qu'il s'agit. C'est une démarche c'est un vrai projet, hein, c'est un projet d'entreprise, voire un programme qui passe par plusieurs étapes. Donc, Laurent l'a cité à très juste titre. La première étape, ça va être d'identifier la donnée sensible. Identifier et protéger la donnée sensible et justement de catégoriser cette donnée. Donc on utilise pour ça la classification de données pour définir des niveaux de sensibilité de la donnée. Et en fonction de la sensibilité de la donnée, on va avoir une protection qui est adaptée. L'enjeu, c'est que si on a 5% de la donnée qui est sensible, il ne s'agit pas d'appliquer des mesures de protection qui vont embêter 95% de la donnée sensible, alors que réellement, on a besoin de protéger 5% de la donnée. Donc l'enjeu de l'identification de la donnée et de la protection de la donnée, c'est de s'adapter à la sensibilité de la donnée et d'avoir des mesures contraignantes mais qui sont vraiment liées à la sensibilité de la donnée. Donc ça, c'est une première étape. Et après, une seconde étape, ça va être de comprendre les activités des utilisateurs, les mouvements de données. Laurent, c'était quelques exemples. Hein. Je copie une donnée sur une clé USB, je copie une donnée vers un cloud non autorisé, j'envoie un mail vers un externe. Donc tout ça, c'est des mouvements de données qu'on est capable d'identifier. Certains sont autorisés, certains on ne veut pas que ces mouvements se produisent, et d'autres où c'est potentiellement autorisé, mais à risque, où on va vouloir éduquer l'utilisateur. On va vouloir lui dire, attention, là, tu es sur le point de partager une donnée sensible, ou sortir une donnée sensible sur une clé USB, ou la partager à un tiers. Donc, est-ce que tu es bien conscient de ça? Et on va pouvoir lui donner la main pour s'exprimer sur le sujet. Donc, une fois qu'on aura identifié tous ces mouvements de données, on va pouvoir agir sur ces mouvements de données. Et là, on parle de prévention de fuite de données. Et on va même pouvoir coupler ça à la classification. Et dans les critères, dire si la donnée est sensible, qu'elle part sur tel média, alors je fais ça. Si la donnée n'est pas sensible, qu'elle part sur le même média, alors je fais autre chose. Donc voilà, on va pouvoir coupler les deux, la classification, la prévention de fuite de données. Est-ce que tu veux nous donner quelques mots sur les étapes clés? Je regarde l'heure et c'est vrai qu'on est bavard et donc oui. je vais essayer d'aller vite sur ce sujet, même s'il y a beaucoup de choses à dire. Donc effectivement, en général, la première étape de ce genre de projet, c'est l'identification de la donnée. C'est déjà de donner la main aux utilisateurs. C'est eux les mieux placés pour savoir quelle est la donnée sensible par rapport à une autre. On est très vite limité quand on essaie de faire cet exercice en centrale. On a rarement une personne qui a la visibilité sur toute la donnée sensible de l'entreprise. Donc on donne la main à l'utilisateur. Ensuite, on essaie de quand même rechercher des données sensibles base de schémas connus tels que si on veut se conformer au RGPD, PCI DSS, etc. On sait que des données de carte bancaire, des données de carte d'identité, etc. sont des données intéressantes à protéger. Mais en tout cas, on arrive vite à nos limites sur un modèle centralisé et on a besoin de décentraliser le modèle et de donner la main à l'utilisateur, d'où l'enjeu de la classification à la main de l'utilisateur. Après, ce qu'il ne faut pas oublier, la deuxième étape qui est super importante, c'est tous les services dans les organisations n'ont pas les mêmes besoins. Un service juridique, un service RH, un service R&D ne va pas manipuler la donnée de la même manière. Un service R&D, là, je vais vous donner un exemple, un service R&D que j'accompagne, 95% des données qu'il manipule sont sensibles, versus un utilisateur standard où c'est quelques pourcents de la donnée qu'il manipule qui sont sensibles. Donc, forcément, l'approche sera différente, les configurations seront différentes et devront être adaptées aux usages de chacun pour leur simplifier la vie dans leurs usages au quotidien. Ensuite, on va pouvoir les aider aussi. Moi, une approche que j'aime beaucoup, c'est la classification par container. Si on sait que le contenu d'un espace SharePoint si on sait que tous les documents sont sensibles, on va aider l'utilisateur, on va tout classifier automatiquement, on ne va pas lui demander de tout classer à la main. Donc on peut faire ça aussi sur des mots-clés, sur des algorithmes particuliers, pour aider l'utilisateur à classifier. Et pour terminer, j'en ai parlé, contrôler les mouvements de données, soit pour sensibiliser, soit bloquer certains mouvements de données qu'on ne veut surtout pas voir, notamment sur de la sortie de données sensibles. Voilà, j'ai essayé de faire synthétique. Parfait, merci beaucoup Alexandre.
En fait, avant d'aborder, je pense, le contenu de la formation avec Max, en résumé, là, vous pouvez voir aussi le partage des conseils des experts. Ça reprend quand même aussi les grands messages, je pense, qu'on a voulu donner. Donc, Jean-Christophe a, je pense, a insisté sur déjà les grands principes, mais que c'est un changement d'approche, de culture, et que c'est pas un simple projet technique. Alexandre l'a rappelé pour dire qu'il faut s'adapter. Les besoins des ressources humaines ne sont pas les mêmes d'un autre service. Donc ça, c'est, je pense, le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de se fixer des objectifs atteignables en fonction des domaines. Donc Laurent a illustré le fait que c'était pas que de l'identité. Loin de là, il y a d'autres sujets techniques. Ça peut être de la microsegmentation ou autre. L'objectif, c'est quand même de déployer au fur et à mesure des bonnes pratiques en ayant quelque chose de progressif et de mesurer les progrès. Protection des données, c'est sensiblement peut-être le sujet aussi à la mode. Et Alexandre, tu l'as bien décrit, je pense, sur les étapes qu'il faut respecter, la démarche générale avec les cas pratiques. Et puis le troisième conseil qu'on vous donne, c'est forcément de vous former, que c'est le sujet, c'est de former toutes les parties prenantes de l'organisation. C'est un changement de culture. Il faut aussi s'adapter à chacun. En gardant à l'esprit qu'il faut y aller avec un plan. Alexandre a mentionné, c'était un programme. Et donc, voilà, l'objectif, c'est aussi de vous inviter à participer à ce programme de formation pour connaître pour aller surtout en détail. En fait, l'idée, c'est de vous donner un petit peu envie de regarder ce changement de paradigme et puis surtout de regarder un peu les regards de chaque expert sur les différentes facettes de ces sujets. Max, si tu le souhaites, je peux te passer la main sur les autres sujets. Avec plaisir, mon cher Arnaud. Alors, sur la formation, comme tu l'as dit, c'est un changement de paradigme. Qui dit changement de paradigme dit transformation de l'organisation, il y a accompagnement des parties prenantes. Et ça, c'est pour ça que cette formation a du sens. Elle ne vient pas pour donner des leçons sur des aspects qui sont ou sur des portes qui sont déjà ouvertes, mais plutôt pour mettre en perspective cela. Parce que comme chacun l'a rappelé, c'est une approche. Et donc, pour décliner cette approche, la formation est basée sur quatre piliers essentiels qui sont le premier pilier qui est un focus sur le concept même du Zero Trust, ses enjeux pour l'organisation. Donc, là, il s'agit là de s'approprier les enjeux et de le mettre au regard pour les apprenants de l'organisation interne. Et le deuxième pilier, c'est une fois qu'on a mis cela en perspective, c'est comment on décline tout cela à travers un projet, comment on embarque aussi la gouvernance, parce que c'est essentiel de pouvoir intégrer cette stratégie globalement au sein de l'organisation et donc d'embarquer également la gouvernance de l'organisation. Que ce ne soit pas juste un projet de la DSI et même au sein de la DSI, arriver à susciter de l'engagement collectif. Et puis le troisième volet qui est concrètement comment on met en pratique, comment on décline, et ça c'est à partir des retours d'expérience, de cas pratiques. Et enfin le dernier volet, c'est de repartir de la formation avec justement une sorte de feuille de route pour sa mise en place en interne. Donc on a construit cette formation justement autour de ces quatre piliers pour que l'apprenant en sortant puisse repartir avec une sorte de feuille de route qui pourra décliner et en être porteur en interne. Alors, donc, si je devais me résumer, je dirais sur la slide qui viendra après, quels sont les éléments essentiels? Et une question qu'on peut se poser de manière assez basique, c'est est-ce qu'il faut des prérequis, etc. Eh bien, il faut quand même avoir quelques connaissances en informatique, mais l'essentiel, c'est qu'en 3 jours, pour cette formation qui est portée par nos organisations, on repart avec une feuille de route claire et des idées claires sur la manière de déployer cette approche au sein de notre organisation. La prochaine session qui va avoir lieu va se dérouler début juin, du 5 au 7 juin, au sein d'Effray Paris et qui sera portée par Effray Executive Education. Et c'est une formation et ça me fait plaisir de pouvoir souligner cet aspect sur la slide d'après, c'est que c'est vraiment une formation qui a été bâtie par des organisations pour être au service des organisations. Il ne s'agit pas uniquement de parler des aspects théoriques, mais de repartir avec des quick wins, vraiment des aspects très pratiques
Le concept du Zero Trust sera abordé avec les avantages pour les organisations. Le concept du Zero Trust sera abordé avec les aspects de mise en œuvre, méthodologiques de mise en œuvre, et également avec la pratique courante des retours d'expérience qui sont venus des différentes organisations. Pour cela, les organisations qui se sont mobilisées pour le faire, il s'agit notamment de PwC, de Microsoft, de Wakers, qui vont pouvoir décliner cette approche. Et les atouts, et là, Arnaud, je m'excuse de te faire des allers-retours, mais je trouve ça tellement passionnant que au moins une fois en France, on se soit tous rassemblés pour l'écosystème, pour arriver à construire quelque chose qui ne soit pas quelque chose de théorique, mais qui soit issu des bonnes pratiques, je tiens à souligner que la formation est axée autour de cas pratiques. Elle est axée autour d'un questionnaire de maturité Zero Trust, parce que comme vous l'avez dit, en fonction des organisations, on a un niveau de maturité différent. Il faut arriver à embarquer tout le monde. Et donc, le fait d'utiliser le questionnaire et de maturité Zero Trust permet également de pouvoir retrouver pour son organisation, en fonction de son niveau d'implémentation, de retrouver sa position et de savoir quels sont les next steps par la suite. Donc, à la fin, sur la slide d'après, vous allez retrouver tous les, puisque le PowerPoint vous sera transmis, tous les éléments pour vous inscrire sur la prochaine session. Nous vous attendons nombreux. Vous avez également le lien direct pour pouvoir vous y inscrire ou prendre contact avec mon collègue Xavier Lagrange qui va pouvoir revenir vers vous, faire des formations également intra-entreprise si vous le souhaitez, ou également ou participer à la session du mois de juin si vous souhaitez plutôt envoyer un ou deux collaborateurs ou participer vous-même. Mais voilà, c'est un enjeu important pour nous, pour toutes nos organisations, et c'est la raison pour laquelle on s'est mis ensemble pour pouvoir construire ce parcours que nous avons plaisir à pouvoir partager avec vous ce soir. Merci à tous nos speakers. Merci Jean-Christophe, merci Arnaud, merci Alexandre, merci Laurent, et merci à vous tous qui avez pris de votre temps pour participer à cette session et aux questions posées. Plaisir de vous retrouver prochainement. Merci à tous. Au revoir. Merci à tous.